Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui parce que j'ai envie de vous entretenir d'un sujet, dès que la présentation sera là, d'un sujet en fait que j'ai intitulé My Sexy Workplace. Et effectivement, en travaillant le sujet, je me suis dit qu'appeler ça My Sexy Workplace, c'était peut-être pas tout à fait le bon message parce que être sexy, ça demande énormément de travail. C'est vraiment pas compliqué. Et même si on est en petit t-shirt blanc et que ça demande énormément de travail, au moindre relâchement, c'est une catastrophe. Donc, plutôt que de parler de My Sexy Workplace, je vais vous parler de My Happy Workplace. Le fait d'être heureux, c'est pour moi une notion beaucoup plus pérenne que d'être sexy. Et si on l'a fait dans un ministère belge, fondamentalement, tout le monde peut le faire. C'est aussi simple que ça. Alors c'est un trajet qui ne m'est pas venu en tête en disant tiens, je vais parler maintenant de bonheur au travail, parce qu'en plus, travail, ça vient du mot latin tripalium, qui est un instrument de torture sur lequel on laissait mourir les gens à l'époque romaine. Donc le bonheur au travail, ça ne m'est pas venu le lendemain d'une grosse fête, c'est vraiment le trajet de toute une vie. Je suis née à Liège, en Belgique, dans une famille assez modeste, oui, comme beaucoup de speakers ici, j'ai reçu de merveilleuses valeurs, la valeur du travail, la valeur de l'argent, le respect. Faire bien, c'était jamais assez, il fallait juste que ce soit excellent. Et donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur commercial, j'ai commencé ma carrière. À 29 ans, j'étais directrice des ressources humaines d'une société de conseil en Belgique et au Luxembourg. Quelques mois plus tard, je prenais la France. Quelques mois plus tard, je prenais le groupe. Une année plus tard, on se faisait racheter. Je devenais DRH du nouveau groupe. Comme ce n'était pas encore assez, j'ai créé une ligne de service qui faisait le lien entre les ressources humaines et c'était une boîte de conseil dans ce qu'on appelle l'immobilier tertiaire, changer les environnements de travail. Et quand on change quelque chose, c'est clair qu'il faut aussi aider les hommes à s'adapter. Donc j'ai créé la ligne de service. Et un de mes clients a accepté de m'engager comme vice-présidente des ressources humaines de ce groupe international qui faisait de la détection et du diagnostic de cancer à partir d'accélérateurs de particules. J'avais juste un tout petit peu moins de 35 ans. Donc dans le genre jolie carrière, qui va très très vite, qui va très très haut, 51 points de contact dans le monde, 13 pays, 3 continents, allons-y gaiement, je vivais entre 2 aéroports et la nuit. J'avais à peine changé de job que j'ai mon petit garçon, donc jeune maman en plus. Tout va bien, j'ai un salaire comme jamais personne dans ma famille n'en aurait rêvé. Tout va bien, jusqu'à ce que mon corps commence à me lancer des signaux que je n'écoute absolument pas, j'ai pas le temps de l'écouter, j'ai autre chose à faire, j'ai des réunions à préparer. Et il s'avère que, un jour, mon corps a juste décidé d'enlever la prise. Tout simplement. Déchirure de ligaments, c'est pas compliqué, ma infection totale des voies respiratoires, et je suis en burn-out. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Jamais je ne me serais attendue à ce que ce truc, ce burn-out, ça m'arrive à moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement énergique, d'extrêmement dynamique, d'extrêmement volontaire. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Donc fondamentalement, je commence vraiment à me poser beaucoup de questions parce que j'ai l'impression d'avoir atteint tous les objectifs que ma famille m'a fixés. Monter haut dans la hiérarchie, faire évoluer ma carrière rapidement, gagner énormément d'argent, voyager en première classe dans des endroits absolument phénoménaux, diriger énormément de personnes. Faux. Ça ne me rend absolument pas heureuse. Donc, comme un vice-président, c'est pas malade, ils m'ont licencié, aussi simple que ça. Ok. Et donc là, il a fallu que je retrouve mon calme. Il a fallu que je me reconstruise. Pendant 11 mois, je me suis posé énormément de questions. Et je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. J'ai décliné des dizaines d'appels de chasseurs de tête qui me demandaient de reprendre des jobs tout à fait similaires à Londres, à Genève, à New York. Hors de question, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais plus voir un avion de près, de loin, ni un train de gare. Non, rien. Je voulais juste ne plus voir personne. Et puis, mon meilleur ami, qui est devenu mon mari entre-temps, m'a dit, écoute, tu devrais aller dans la fonction publique, tu devrais aller dans un ministère. Et là, je me suis dit, c'est moi qui suis en burn-out, c'est moi qui ne vais pas très très bien. Puis je me dis, mais c'est mon meilleur ami, donc il ne doit pas me vouloir de mal. Et peut-être bien que finalement,
je vais pouvoir aller dans un monde qui est le plus improbable, aller parler de bonheur au travail. Et donc en 2009, j'ai rejoint le ministère belge de la Sécurité sociale. J'ai divisé mon salaire, enfin j'ai enlevé 56% de ma rémunération, parce que le secteur public, ça ne paye quand même pas comme le secteur privé. Et là, le marché s'est dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, elle est vraiment pas soignée. Il faut qu'elle retourne au calme, prendre ses petites pilules roses, qu'elle se reconstruise et ça va lui passer. Et en fait, non. Non, les fonctionnaires, c'est des gens comme vous et moi, vous savez, ils sont sympas, ils sont volontaires. Et ce qui est génial, c'est que mes collègues fonctionnaires, ils étaient tous sauf ça. Ils avaient vraiment envie de faire changer leur vie. Et c'est ce que je leur ai proposé. J'aurais dit, OK, on vit dans un monde très très lourd, plein d'administration, plein de réglementations. On va tout changer. J'avais un patron absolument extrêmement génial qui avait déjà décidé de ne plus avoir de bureau. Il n'y était jamais, donc il ne voyait absolument pas l'intérêt d'en avoir un. Le boss de mon patron, c'était quand même le ministre. Mon N+3, donc le boss de mon boss de mon boss, c'est le roi. Donc on peut dire qu'on est quand même assez haut dans l'administration. Donc essayons de regarder le monde autrement. Si vous n'avez pas une paire de lunettes roses, mettez-vous une bouteille de vin rosé devant les yeux, ça fera aussi bien l'effet. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de trouver ce qui, dans ma carrière, m'a impressionné ou m'a amené finalement à cette constatation qu'il fallait travailler le bonheur en entreprise. Première des choses, quand j'ai été recrutée, c'était pour être directrice personnel et organisation du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral belge de la sécurité sociale. Ça, c'est ce qu'il y avait sur ma carte de visite. Donc, je me dis, ça, c'est pas possible. Directrice de ressources humaines, c'est plus possible non plus. Je ne suis pas une ressource, vous n'êtes pas une ressource. Personne ici n'est une ressource. Et on n'est pas un capital non plus. On ne doit pas nous faire fructifier au bout du trimestre. J'ai bossé pour une société cotée en bourse. Il était hors de question que je remette une notion de capital humain. Donc j'ai commencé à développer cette notion de patrimoine humain. Et je me suis autoproclamée développeur de patrimoine humain. Avoir cette notion de transmission, de pérennité. J'arrive dans une organisation, mon but c'est de lui donner de la valeur ou de créer de la valeur avec mes équipes pour pouvoir transmettre une organisation dans un état encore meilleur que celui que je lui ai trouvé à la personne qui me succédera. Et ça me prenait tellement de temps à expliquer ce qu'il y avait sur ma carte de visite quand j'allais dans des cocktails que le jour où j'ai trouvé le titre de Chief Happiness Officer, je me suis dit ça, c'est pour moi. Et donc j'ai fait faire des cartes de visite à l'administration belge avec Chief Happiness Officer. Je dis mon Dieu, le burn-out ça l'a bien touché, hein. Elle était très très loin. Mais j'ai réussi, je l'ai fait et donc je suis Chief Happiness Officer. Deuxième grande constatation, le travail des enfants est interdit en Belgique. En France aussi d'ailleurs, et même en Europe. Donc on travaille avec des adultes qui ont un cerveau, parce que la lobotomisation, ça coûte très très cher à la sécurité sociale. Donc on ne peut pas vous lobotomiser normalement quand vous signez un contrat de travail. Par conséquent, quand on vous recrute, c'est parce que vous êtes motivé, compétent, vous avez vraiment cette énergie dont on a besoin. Et bien une fois que vous avez signé, on doit continuer à considérer que vous avez ces éléments-là. Donc on va considérer qu'on peut travailler avec des adultes capable de faire des choix, capable d'être responsable, capable de se comporter en adulte que vous êtes. Troisième grande constatation, la technologie fait partie intégrante de notre monde. Les médias sociaux, les plateformes collaboratives, le travail à distance, le travail dans des bureaux satellites, tout ça, arrive à l'heure actuelle. Or, nous travaillons encore avec des règles du 19e siècle, où on nous dit, vous devez arriver à telle heure au bureau, pointer, vous pouvez repartir après X heures. Mais qu'est-ce que c'est que ce brol? Même dans un ministère, c'est quand même pas possible, quoi. Quatrième constatation, les régimes du business. Quand ça ne va pas, quand on traverse une crise, qu'est-ce qu'on fait? Des plans de restructuration, on revoit tous les processus, on fait du lean, on fait du activity-based costing, on fait du cost-cutting, on coupe les coûts, on réduit tout, on ne met plus de petits biscuits avec le café. C'est comme les régimes. Quand ça va trop vite, on récupère les kilos après. Ça ne sert pas à grand-chose. Et alors là, je vous jure que le comité de direction, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit « mais franchement, il faut que tu arrêtes ».
Je suis arrivée avec une méthode pour changer le management, le leadership, et je leur ai dit, un des piliers, ça va être Don't manage, love. Arrêtez de gérer, apprenez à aimer les gens avec lesquels vous travaillez. Vous vivez plus d'heures éveillées avec eux en journée que ce que vous n'en passez avec vos familles, vos amis, vos enfants le soir. Arrêtez d'avoir une double personnalité. Sympa à la maison, détestable au bureau. Vous vous épuisez. Soyez un, soyez unique. Et donc, fort de tout cela, j'ai vraiment développé une stratégie basée sur le bonheur au travail, puisque le bonheur, c'est la seule chose qui se dédouble si on la partage. En temps de crise, c'est carrément formidable. Le problème, c'est que l'objectif d'une organisation, qu'elle soit privée, publique, petite, grande, nationale, internationale, c'est d'être performant. Mais il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Moi, aujourd'hui, je vais être performant ». Sauf si on fait un TED ou qu'on est un sportif. Mais si on fait ça, c'est pourquoi? C'est parce que ça va nous rendre heureux. Donc il faut arriver à rassembler ces deux objectifs, la performance de l'organisation et le bonheur des personnes. Comment faire ça? Parce que si je vous demande votre définition du bonheur, on est à peu près 800 ici, il va y avoir 800 définitions différentes. Donc, il faut, que je vous laisse la liberté de définir ce qui va contribuer à votre bonheur. Alors c'est une liberté de temps, vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez, du moment que vos objectifs soient atteints, vous travaillez de là où vous voulez, du bureau, d'un bureau satellite, de chez vous, du train, n'importe, de chez un client, qu'importe. Liberté de rôle, vous vous mettez sur des projets transversaux si vous en avez envie, ça évite les désignés volontaires par le comité de direction et on tombe toujours sur les mêmes qui de toute façon en ont beaucoup trop. Donc liberté, mais ma liberté va s'arrêter là où commence la vôtre. Dans ma façon de m'organiser, si j'ai envie de déposer mon fils à l'école à 8h30, d'aller le rechercher à 3h30 et de recommencer à traiter des emails le soir, dans ma façon de m'organiser, je ne peux pas vous empêcher de fonctionner. Donc, il faut que je prenne ma responsabilité. D'abord par rapport à moi-même, mais surtout par rapport à vous, mon équipe. Pas l'organisation, pas le comité de direction, on s'en fout. Parce que c'est les équipes qui vont fixer les objectifs. Ce n'est pas le management, ce n'est pas le petit chef. Le leader, il est là pourquoi? Pour créer une vision, pour enlever les obstacles qui sont sur la route de l'équipe et pour faire en sorte de rassembler tout le monde. C'est ça son rôle. Ce n'est pas de commencer à fixer des objectifs smart en début d'année qui ne va jamais vérifier en fin d'année, bon sang. Donc, responsabilité. Et les objectifs, on va les mesurer, les résultats, on va les mesurer par rapport à 3 choses. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du rocket science. On va mesurer la qualité, la quantité et l'attitude. Et les 3 piliers sont totalement indissociables les uns des autres. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va atteindre le succès. Donc l'équation, 4 mots. Liberté plus responsabilité et créateur de valeur pour l'organisation de performance, performance durable et de bonheur pour ses collaborateurs. Vous allez me dire, ok, c'est une Belge, c'est une blague. Non. Je ne crois plus non plus au Père Noël, même si de temps en temps, ça me fait super plaisir de voir mon fils qui y croit encore. C'est plein d'éléments positifs. Très égoïstement, je pars de ma petite personne, j'ai été élue DRH de l'année en 2012 par mes pairs. J'ai écrit un bouquin qui est dans les 3 nommés pour le prix le 26 novembre du Stylo d'or de l'Association nationale des DRH français. Donc c'est cool, je dépasse mes frontières. J'ai démissionné le 30 septembre. Enfin, j'ai quitté même le 30 septembre. J'ai démissionné bien plus tôt. J'ai lancé ma propre société. Je ne suis pas remplacée. On est le seul ministère en Belgique où il n'y a plus de DRH. J'ai une équipe qui est tellement formidable, où la stratégie est tellement claire, parce qu'on l'a co-créée ensemble. Tout est planifié jusqu'en 2016. Quel est l'intérêt d'aller me remplacer? Ils sont juste sensationnels. Laissons-les travailler, bon sang. Il n'y a pas besoin d'un chef pour ça. Ça, c'est ma petite personne. Au niveau de l'organisation, ce ministère, il n'y avait pas un bureau pour une personne. Il y avait 6 bureaux pour 10 personnes. Personne n'avait de bureau. On permettait à 92% de notre personnel de faire du télétravail, jusqu'à 3 jours par semaine. Mais c'est liberté, ce n'est pas obligatoire. Donc 69% faisaient du télétravail. Ça nous permet d'économiser 12 millions d'euros par an de frais de location de bâtiments, d'espace, de diviser par 2 nos consommations énergétiques, nos frais de maintenance, nos frais de nettoyage, alors que tous les bureaux sont nettoyés tous les soirs.
En matière d'écologie, c'est absolument extraordinaire. En matière humaine, alors que tout le monde nous a dit « mais vous allez vous casser la figure, vous allez quand même vous adresser à des fonctionnaires, des gens qui sont malades le lundi, en formation le mardi, en congé le mercredi, en grève le jeudi, et donc fatigués le vendredi, fatalement. Ils vont tous partir. » 88% de mes collègues se disent très heureux de travailler au ministère. 84% en sont fiers. Pendant 4 ans, plus de 500% de candidatures spontanées, ce qui est absolument ingérable. Un leader sur 2 est une femme. 39% des fonctions supérieures sont occupées par des femmes. On ne doit plus choisir entre sa vie de maman et sa vie de manager. On a promu énormément l'usage des médias sociaux. 74% de notre staff utilise les plateformes collaboratives. Pourtant, 40% ont entre 50 et 59 ans, donc on n'est pas du tout une boîte de geeks. Ça, c'est pour l'organisation. Et on a essayé de rayonner au-delà. Donc, avec Jean-Paul Erhardt, mon partenaire et mon mari, on a créé les Happy Organisations. On a sauté sur l'occasion du fait que l'ONU, l'année passée, a voté une circulaire qui a décrété que le 20 mars serait Journée internationale du bonheur. On l'a lancée en Belgique. On rassemble tout à fait gratuitement les organisations qui croient que le bonheur de leurs collaborateurs est important. Et donc, nous avons à l'heure actuelle plus de 70 organisations qui font partie des Happy Organisations et c'est 380 000 salariés touchés. 380 000 salariés dont les patrons s'intéressent à leur bonheur. On n'est pas peu fiers de celle-là. Si vous avez envie de nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous êtes tout à fait également en mesure de lancer ce mouvement et de devenir le Chief Happiness de votre propre carrière. Dès lundi, vous avez en main un certain nombre d'éléments pour vous permettre vous-même de définir quels sont ces éléments qui vont contribuer à votre bonheur au travail et au bonheur de vos collaborateurs. Alors, qui vient avec moi lundi pour devenir Chief Happiness Officer ? Construisez votre Happy Workplace parce que vous le valez bien. Merci beaucoup.